De Otaku Manga Lounge. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien avec le froid qui revient. Alors, on est là pour, comme tous les jeudis, pour décortiquer toutes les sorties manga au Québec de la semaine. J'ai malheureusement peu de nouveautés aujourd'hui, mais c'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. Donc, je vais décortiquer ça avec vous. Alors, ça va être une vidéo claire, alors tenez-vous prêts. 3, 4, 1, c'est parti. Non, c'est pas vrai. Non, je vais faire ça bien, vous inquiétez pas. Alors, on va commencer avec une vidéo, n'importe quoi, un manga qui était quand même très attendu puisqu'il s'agit d'un spin-off de My Hero Academia. Ça s'appelle Team Up Mission. Alors, Team Up Mission, allo Paolo, je ne te connais pas, mais bienvenue. Enfin, peut-être que je te connais sous un autre nom. Donc, Team Up Mission est un spin-off officiel de My Hero Academia qui va mettre en scène nos personnages préférés de My Hero Academia, bien sûr, dans un contexte où le gouvernement a décidé que pour mieux former la nouvelle génération de héros, eh bien, ils allaient faire équipe avec des héros plus expérimentés et partir en mission. Bonsoir Romy. Enchantée, enfin re-enchantée. Je sais plus ce que je dis ce soir, alors là je suis complètement perdue, ne m'en veuillez pas. Je pense que je vais bafouiller toute la soirée. Sorry. Voilà un petit peu, je vous montre un peu les dessins. Alors c'est pas dessiné par Kohei Horikoshi, c'est dessiné par un jeune auteur, mais le concept évidemment original est backé par l'auteur de la série originale. Donc c'est ça, nos jeunes héros vont faire en fait, des teams qui vont changer à chaque mission pour aller s'occuper d'un super vilain. Le truc c'est que y a certains mélanges entre les personnalités qui vont pas bien en pantoute ensemble, fait que ça donne des cocktails plutôt explosifs, je dirais. Et quand on mélange les pouvoirs de Bakugo avec ceux de Ochako, imaginez-vous que ça peut donner quelque chose d'assez sympa. Fait que voilà, c'est notre My Hero Academia Team Up Mission. Très bien dessiné, honnêtement, ça vaut tout à fait la qualité de la série originale. Beaucoup d'humour, évidemment, hein, beaucoup de références à la série originale. C'est pas vraiment une série qui s'adresserait à des gens qui ne connaîtraient pas du tout My Hero Academia. Faudrait vraiment, enfin, on peut la lire, mais c'est comme vous allez rater un gros bout parce qu'il y a beaucoup de références, comme je le disais, c'est beaucoup humoristique, fait beaucoup de références à la série originale. Fait que ce serait, je pense que vous allez trouver ça un peu plate si vous connaissez pas déjà My Hero Academia. Puis probablement que vous allez vous spoiler une coupe d'affaires aussi. Alors il n'y a pas besoin d'être très avancé dans la série, je vous rassure, mais si effectivement vous connaissez pas rien, vous allez vous spoiler. Donc commencez pas par ça. Si David, mon expert shonen, était là aujourd'hui, il pourrait me dire à partir de quel tome il faudrait avoir, quel tome de My Hero Academia il faudrait avoir lu pour pouvoir lire ça sans risque de se spoiler. Malheureusement, il n'est pas là ce soir, donc je lui demanderai l'information, puis je lui demanderai de l'écrire dans le chat pour que vous puissiez avoir cette petite information là. Voilà, donc c'est My Hero Academia Team Up Mission, un petit spin-off à la série. Allô Alice. Je continue avec un titre, alors là, vraiment différent. Hein. Ça s'appelle Teach Me More. C'est de Ai Ibiki qui est l'auteur de Teach Me Love. Vous aurez remarqué que le titre est assez similaire. Alors le fait que ça s'appelle Teach Me More, je pensais que c'était une suite à Teach Me Love, et en fait pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la série Teach Me Love. C'est des personnages différents, une histoire différente. Il n'y a comme aucun lien, si ce n'est que le titre est très similaire. Alors on suit une jeune fille qui s'appelle Miku et qui en fait est carrément dans le trouble d'argent. Son père en fait est un joueur invétéré de jeux d'argent et multiplie les dettes de la famille, il enfonce complètement sa famille, et puis sa mère a une grave maladie, elle est alitée, donc elle doit aussi s'occuper de sa maman. Et donc elle a des très gros problèmes d'argent, et donc elle va décider en fait de devenir la maîtresse du créancier de son père afin de rembourser ses dettes. Alors pour ceux qui auraient connu la série Teach Me Love, on est vraiment dans le même style de série shoujo réservé à un public 16 ans et plus, donc shoujo érotique. Donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Avec Teach Me More, on revient sur ce même style. Alors je fais attention évidemment aux scènes que je vous montre.
C'est compliqué, hein. J'en cherche. Voilà, c'est bon, ça là, je peux vous la montrer. Yes. Donc, notre jeune Miku va vouloir devenir la maîtresse du créancier de son père afin de rembourser ses dettes. Qui est un homme très riche, il vit dans un manoir. Alors, on voit le manoir au début, c'est comme une maison, comme énormissime. Voilà, ici, grosse, grosse maison. Très riche. Et ce monsieur, donc, en tant que homme très riche, il a un valet, enfin un majordome, on va dire, qui est ici. Un beau et jeune majordome qui tient beaucoup à la santé mentale et physique de son maître et qui va donc dire, mais oui, mais là, tu n'as jamais connu l'amour, tu es vierge et je ne peux donc pas te laisser accéder à mon maître parce que tu ne seras pas capable de le satisfaire. Et il va donc prendre sur lui, entre guillemets, de s'occuper de l'éducation de la jeune fille. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Le problème, c'est que à jouer à ce genre de jeu-là, on se brûle les ailes, puis bientôt, l'amour va apparaître. Je ne vous en dis pas plus. Donc, c'est Teach Me More par la même auteure que Teach Me Love, mais pour ceux qui auraient manqué le début, rien à voir avec la série originale. Et je répète que c'est réservé à un public 16 ans et plus. Ah, il y a plein de commentaires, je les avais pas vus. Bonsoir tout le monde. Je m'excuse, ça défile pas. Michel, tu demandais si t'en avais passé beaucoup. Non, My Hero Academia était le premier. Par contre, ce que tu avais manqué, c'est que je disais au début que j'ai très peu de séries malheureusement à vous présenter aujourd'hui. Merci Romy pour la réponse. Romy, elle fait toujours les réponses avant moi, ce qui est vraiment cool. Je vais te prendre comme mon assistante, Romy. Paolo, tu envoies des diables, alors je sais pas si c'est parce que t'aimes pas ça ou parce que je bafouille trop, peut-être, ça se peut. Tu me diras. Alors, le prochain manga, c'est un grand format et c'est un manhwa chinois qui s'appelle L'enfant ébranlé. C'est vraiment un seinen de type tranche de vie. Où en fait on découvre la jeunesse chinoise des années, je dirais fin 80, début 90. Alors c'est super bien dessiné, attention, c'est pas le genre de série qui va plaire à tout le monde parce qu'il n'y a absolument pas d'action ou quoi que ce soit, c'est vraiment très très voilà, tranquille, slice of life. Euh, Simon, tu dis, allô Simon, Simon, tu dis, il y a plein de gens qui sont hypés par Teach Me More. Bah oui, c'est sûr, déjà Teach Me Love avait eu quand même beaucoup de succès. Fait que, Romy, tu acceptes la job, très cool. Je reprends avec l'enfant ébranlé, je suis désolée, c'est vraiment moins funky que Teach Me More, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très cool en fait. Donc, un auteur chinois, comme je le disais, qui a probablement écrit ça de manière assez autobiographique, où on découvre donc la jeunesse chinoise des années fin 80, début 90. C'est super bien dessiné, avec un style un peu de Lavi, ou l'encre de Chine, je sais pas trop. Je pense que c'est du Lavi. Et donc c'est un jeune garçon qui est, en fait, il est très bon à l'école. Il est particulièrement doué en cours de chinois et de rédaction. Il adore écrire des rédactions, puis c'est un des élèves très prometteurs. Il doit participer à des concours en rédaction. Et puis, ce qui va se passer, c'est que son père est très absent de la maison parce qu'il travaille dans la ville à côté, puis il ne peut pas rentrer la semaine, il rentre une fois de temps en temps. Fait qu'il vit seul avec sa mère et sa grand-mère, je pense, ou sa tante, quelque chose comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que le père va rentrer à la maison, mais va tout de suite aller jouer au pachinko. Pas au pachinko, mais un jeu chinois d'argent au mahjong. Au mahjong, évidemment. Donc il va tout de suite aller retrouver ses amis pour jouer au mahjong, puis sans faire attention à son fils, alors qu'il n'a pas vu son fils depuis des semaines. Fait que là, le fils va se sentir vraiment délaissé. Il va vouloir accompagner son père au jeu de mahjong, mais son père va lui dire, écoute, c'est pas pour les enfants, fait que non. Et là, ça va complètement le perturber. Il va se dire, mais qui je suis pour mon père? Est-ce que mon père m'aime ou est-ce que est-ce que je compte à ses yeux? Est-ce qu'il se souvient de moi? Est-ce qu'il sait qui je suis? Fait qu'il va demander à son père de l'amener à l'école et venir le chercher à l'école tous les jours sous prétexte qu'il a peur, ce qui n'est absolument pas vrai, c'est juste pour passer plus de temps avec son père. Donc c'est vraiment très tranche de vie à ce niveau-là. Puis ensuite vont venir les vacances d'été. L'école est finie, puis là, il va se lier d'amitié avec d'autres personnes, des gens plus âgés, qui sont un peu considérés comme des mauvais garçons dans le quartier. Fait que là, ces notes vont en pâtir, etc. Donc c'est comme l'histoire de ce garçon-là. Puis à travers ça, on découvre vraiment la vie en Chine dans ces années-là. C'est vraiment une vie, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Honnêtement, c'est super bien fait. Je pense que j'ai ri et j'ai pleuré à peu près 15 fois dans le livre. C'est un one-shot. Mais c'est sûr que voilà, si vous aimez l'action, vous n'allez pas aimer ça. Je vous le dis tout de suite. Donc c'était L'enfant ébranlé, un manoir chinois.
Émile, tu dis j'attends avec impatience Miruko-chan. Oui, il sort. Attends, je l'ai passé en commande aujourd'hui même. Fait que je crois qu'il sort soit fin décembre, soit début janvier au Québec, pas avant ça. Alors, on reste dans le chinois, le manhwa, mais alors avec un style très très différent de chez Sarbacane, qui s'appelle China. Il est très très grand, faut que je le mette loin. Il s'appelle Chinese Queer. Donc là, pour le coup, on découvre la, la jeunesse gay actuelle chinoise. Je fais une petite parenthèse, Michel, tu demandes est-ce que l'auteur parle aussi de la situation de la Chine à l'époque? Non, pour le coup, pas vraiment. C'est vraiment très centré sur le côté tranche de vie. Si tu veux des choses qui parlent de la situation chinoise, tu aurais une vie chinoise qui est un gros pavé épais de même, là, parle, en fait, l'auteur parle de sa propre enfance en Chine à l'époque de Mao, donc un petit peu avant ça. Mais en même temps, en fait, il parle de l'histoire de la Chine à travers sa propre histoire. Et ça, c'est super intéressant. Mais dans le cas de l'enfant ébranlé, c'est vraiment purement de la tranche de vie. Donc, il y a des petites touches culturelles, mais c'est pas axé sur la situation économique ou politique. Alors, je recommence avec Chinese Queer, donc un manoir tout en couleurs. Comme la plupart des manois, et comme celui-ci d'ailleurs, l'enfant ébranlé, ils se lisent dans le sens occidental. C'est le cas de la plupart des manois. Alors, Chinese Queer, donc, on suit un jeune gay chinois qui habite dans une ville qu'il qualifie de complètement pourrie et décadente et mafieuse, où il cesse de répéter Je déteste les habitants de cette ville, mais en même temps, ça fait 7 ans que j'habite là, fait que probablement que j'en fais partie aussi, et il se met à se détester un peu lui-même. C'est une BD assez malsaine dans le sens où effectivement le personnage a tellement peu d'amour pour lui-même qu'il est il est très dénigrant. D'ailleurs, dans la façon dont c'est dessiné, vous allez le voir, c'est tout en couleur. Dans la façon dont c'est dessiné, c'est quand même pas forcément flatteur pour l'espèce humaine. Il n'y a pas de personnages qui sont beaux, là, comme vraiment pas. Puis il y a des plans, alors c'est très très artistique, donc il y a ce genre de plan aussi, comme dans n'importe quel BD underground qui se respecte. Ça fait penser à du Inyo Asano un petit peu, mais en couleur. Voilà, ce genre de plan aussi, qui sort complètement de l'ordinaire. Euh, donc ce gars est complètement paumé, il se cherche, il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Il a une nightlife très très abondante. Pour le coup, c'est vraiment tout public, il n'y a pas de scène explicite ou quoi que ce soit. Mais, il parle de ses aventures amoureuses, mais en toute pudeur. Euh, et c'est ça, c'est juste la vie de ce gars-là, dans cette ville un peu pourrie, avec sa vie qui a l'air un peu poche. Fait que c'est, comme je le disais, c'est un truc hyper artistique. Par exemple, il y a un moment donné, il est en soirée, puis il est sous, et là il se dit, je vais essayer de vous retrouver le passage, voilà. Il se dit, bah, je vais fermer les yeux, puis voir quelles pensées m'arrivent. Et là, toutes les prochaines pages, c'est juste noir, parce que bah, il ferme les yeux. Fait que là, il y a juste du texte sur des pages noires pendant plusieurs pages, et toutes les pensées complètement foquées qui lui traversent l'esprit. Donc c'est vraiment, vraiment une bande dessinée underground, puis artistique. L'image est saccadée, tu dis, Michel. Pourtant, de mon côté, pour une fois, ça fonctionne. My God. J'espère que pour les autres, c'est correct. Paolo, tu demandes, est-ce que t'es, je pense que ta question c'est est-ce que je suis au Canada? Oui, je suis au Canada. Je sais que mon accent ne le laisse pas entendre, mais oui, je suis à Montréal. Euh, je vois une nouvelle Spike Z. Bah, merci beaucoup pour ton commentaire et bienvenue dans la communauté Otaku. On se retrouve tous les jeudis en fait pour parler des nouveautés manga. Alors voilà, ça c'était ma BD chinoise de la semaine, en fait deux BD chinoises. Et puis, bah, malheureusement, c'est pas mal tout ce que j'ai à vous présenter. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je vous ai retrouvé un truc qui avait eu comme un problème lors de la sortie, que je vais vous présenter aujourd'hui, même si c'est moins nouveau. Luc Alexandre, tu demandes quand est-ce que le tome 3 de Konosuba sort. Je n'en ai aucune idée parce que je ne l'ai pas vu passer dans mes commandes. Fait que je vais aller chercher l'information, voir si elle existe ou pas encore. Le tome 3 de Konosuba est sorti il y a pas mal de temps. En fait, ça fait 6 semaines qu'il est sorti, donc probablement qu'on va le recevoir dans les prochains jours / prochaines semaines. Ça devrait plus tarder. Parce que normalement, il y a 6 semaines de délai à peu près avec les dates de sortie françaises. Michel, tu dis c'est Facebook qui aime pas les lives otaku. Mais je sais, Facebook nous fait des siennes à chaque fois là.
Alors, donc c'est ça, le dernier manga que je vais vous présenter, c'est Frères Alloué. Ce qui s'est passé avec cette série, c'est que l'éditeur nous a sorti le tome 2, nous a sorti le tome 3, mais toujours pas le tome 1. Et puis après, quand ils ont sorti le tome 1, on n'en a jamais eu assez, on en a comme eu juste quelques exemplaires. Fait que là, tout le monde a sauté dessus, puis j'ai jamais pu le lire. Fait que là, j'en ai récupéré un exemplaire, oui. Euh, et donc, je vais pouvoir vous le présenter, même si on en est déjà au troisième tome de sortie. Spike Z, tu dis, ça rajoute une dimension avec les couleurs sur Chinese Queer. Oui, effectivement, c'est ça qui est intéressant dans ce genre d'œuvre qui est très décalé, c'est qu'on va avoir souvent une touche très très personnelle, puis là, effectivement, c'est la colorisation qui est très flashy et qui amène vraiment quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, Frère Alloué, là pour le coup, c'est plus conventionnel, quoique. L'histoire est quand même vraiment bizarre. Alors, l'héroïne est une petite fille de peut-être 12 ans, je dirais, qui a un grand frère qui ne s'occupe plus d'elle depuis le décès de leurs parents. En fait, leurs parents sont juste sortis faire l'épicerie, ils ont eu un accident d'auto, ils sont jamais rentrés, ils sont décédés tous les deux. Et donc, du jour au lendemain, le frère et la sœur se sont retrouvés tout seuls. Et ils s'entendaient très très bien. Je vous montre le dessin en même temps. Ils s'entendaient très très bien. C'était son grand frère sur qui elle pouvait compter. Il sortait, il lui achetait des affaires, puis tout. Puis elle était vraiment heureuse avec lui. Et puis du jour où les parents sont décédés, il est complètement rentré en dépression, il s'est enfermé sur lui-même et il ne lui parle plus. En fait, il passe sa journée à jouer à des jeux vidéo, puis il ne décolle pas de son écran et il ne s'occupe pas de lui-même et il ne s'occupe pas non plus de sa petite sœur. Et donc, elle, un jour qu'elle est en train de pleurer au parc toute seule avec son petit toutou, elle rencontre un jeune homme qui a l'âge de son frère et qui lui demande pourquoi elle pleure. Et elle lui explique sa situation et il lui propose de devenir son frère à louer. Il lui propose en fait plutôt de venir pour jouer le rôle de grand frère et pour la soutenir, pour l'amuser, la divertir, s'occuper d'elle. Et elle lui dit, mais moi, j'ai besoin que tu ne remplaces pas vraiment mon grand frère. J'ai besoin de me dire qu'un jour, mon vrai grand frère, il va retourner. Donc, je voudrais que cette relation, elle soit rémunérée. Donc, à chaque fois que tu viendrais, ben, je vais louer ton temps et je vais te payer. Donc, c'est ça la relation qui s'installe entre eux. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, le vrai grand frère va découvrir ça et va faire une crise de jalousie complète. Il va plus vouloir que sa sœur voie ce gars. Donc, j'ai lu que le premier volume pour l'instant. Oui, effectivement, merci Michel, j'avais pas vu, mais Paolo, faudrait être un petit peu plus sage sur ces lives-là. On est des gens gentils ici. Je continue avec Frère Alloué. Donc, c'est ça, le grand frère va s'apercevoir de cette relation et va penser que l'autre veut du mal à sa sœur ou quoi que ce soit, et il va lui interdire de le revoir. Donc comme je disais, j'ai lu juste le premier volume, donc où est-ce que ça va s'en aller? Comment est-ce que ça va être une confrontation entre les deux grands frères ou quoi que ce soit? Je ne sais pas vraiment, c'est quand même intriguant. Je vous avoue que le sujet était comme bizarre et je savais pas trop à quoi m'attendre, mais la lecture s'est très bien faite, c'était très fluide. On s'attache quand même vraiment beaucoup à la petite fille, puis aussi au gars qui, soit dit en passant, est un très beau gars. Et on aimerait tous l'avoir comme grand frère pour sûr. Il est très attentionné et tout ça. Fait que voilà, je sais pas où ça va s'en aller, mais je voulais vous en parler, même si c'était sorti depuis longtemps, c'était l'occasion. Donc c'est Frère Alloué. Luc Alexandre, tu demandes le nouveau light novel de High School DxD. Est-ce qu'il va y en avoir un en français? Pour l'instant, j'ai pas vu d'annonce comme quoi il allait être traduit en français. Pour l'instant, c'est juste en anglais. Et que ça conclut ce live. C'était un live très rapide, je m'excuse, mais la semaine prochaine, par contre, je vais en avoir, je pense, vraiment beaucoup parce que j'en ai beaucoup qui sont arrivés hier et que j'ai malheureusement pas eu le temps de lire. Donc ça va être un gros live la semaine prochaine. Fait que merci à tous pour votre participation ce soir et on se retrouve la semaine prochaine pour de prochains lives. Salut!